Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melchior pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Je vais vous parler aujourd'hui des traumatismes chez l'entrepreneur. Parce que finalement, l'entrepreneur est un être comme tout le monde. C'est un individu qui a un petit cœur qui bat lui aussi et, euh, et un petit ventre qui peut se tordre. Donc du coup, je vais vous partager cette présentation afin d'avancer sur ce sujet. Voilà. Alors les traumatismes, ça arrive chez tout le monde en fait, hein. Donc ça peut être lié à une famille dysfonctionnelle, ça peut être lié à des accidents qu'on a subis ou qu'on a vu d'autres subir, ça peut être lié à des agressions, ça peut être lié à des abandons, c'est finalement sans fin, hein, les traumatismes. Et pour l'entrepreneur, eh bien, il peut avoir des situations traumatisantes spécifiques. Par exemple, le jour où un entrepreneur doit déposer le bilan de son entreprise, c'est souvent un peu dur, c'est souvent un petit saignement, une blessure. Ça peut être un mouvement social, ça peut être une mise en examen. On a de plus en plus souvent des entrepreneurs qui sont mis en examen pour des raisons plus ou moins compréhensibles. Ça peut même être une incarcération, hein. Ça nous est arrivé d'avoir des clients qui partaient qui allaient jusque-là. Sans d'ailleurs que ce soit forcément très légitime, hein, ça arrive aussi. Mais aussi un échec commercial, un lynchage médiatique, hein, une bronca contre quelque chose qu'on a fait, mais pas forcément quelque chose qu'on a fait, mais contre ce qu'on peut représenter aux yeux de certains. Bref, vous voyez des tas de possibilités d'avoir des traumas. Alors, au-delà de ce qu'on veut dire par trauma, qui vient du grec signifiant blessure. La question, c'est comment on évite les conséquences psychologiques d'un trauma. Comment on cicatrise en fait de cette blessure. Alors ça se... Pardon. J'ai mal foutu ce truc. Hop. Voilà, ça me donne ça. Il y a deux approches face à ça. Il y a l'approche pop, il y a l'approche psychanalytique. Donc l'approche psychanalytique, en gros, c'est celle qu'on doit à Freud au départ, qui disait qu'il fallait aller trouver les causes profondes, aller revivre le trauma pour réussir à le vivre, réussir à le faire baisser d'intensité, etc. C'est aller un peu plus loin, bien entendu, avec Jung, qui nous explique qu'il faut surtout réussir à faire la paix avec ce qu'on est, arriver à intégrer l'ensemble de sa personnalité pour ne plus être en train de combattre les tentations qu'on a au fond de nous-mêmes. Mais vous avez aussi en face de ça les tenants des thérapies comportementales et cognitives qui, eux, disent que c'est le processus qui convient sur lequel il convient de travailler. Alors, les deux s'opposent de manière assez violente, hein. C'est-à-dire que les psychanalystes disent, bah, si tu réussis par un processus à surpasser un trauma, le trauma va revenir d'une autre façon. Ce n'est que masquer le problème. Et puis les gens de la TCC disent, bah non, parce que à chaque fois que ça reviendra, comme tu seras capable d'appliquer un process, et ben finalement, tu vas gagner de plus en plus en confiance en toi et en baisse de ton anxiété. Donc les deux s'opposent joyeusement. Les TCC, en fait, se basent sur l'idée
qu'il faut recabler le cerveau pour pouvoir gérer la crise et que le fait de gérer la crise permet d'être plus à l'aise sur les prochaines fois. Alors, le cerveau, en fait, il a, je fais un bref rappel, hein, mais c'est 2% de la masse de notre corps et c'est 25% de la consommation d'énergie de notre corps. Donc, une fois qu'on a ça en tête, on voit qu'on ne peut pas consacrer plus de temps, on ne peut pas consacrer plus on peut pas consacrer plus d'énergie à notre cerveau. Et on est déjà au taquet. Donc, tout ce qui est fait par le cerveau, c'est de chercher à économiser l'énergie que consomme le cerveau. Et donc, le cerveau se repose sur des raccourcis mentaux. Donc, à chaque fois qu'on a vécu quelque chose, on va en tirer une leçon et on va réutiliser cette leçon. Donc, selon la façon dont on a intégré chaque moment de notre vie, on va avoir des réponses automatiques, des réponses faciles, rapides, euh, économiques, qui vont être utilisées en premier par le cerveau. Et toute l'idée des TCC, c'est de retravailler ces gestes automatiques, ces circuits mentaux, ces raccourcis mentaux, afin d'avoir une autre réaction quand on aura une exposition au même déclencheur. Donc, si on veut parler de l'approche psychanalytique, le problème dans l'approche qu'elle pose, c'est que elle nous décrit le fait que tout est trauma, mais après, du coup, elle nous rend incapable de définir lequel de ces traumas est celui qui nous pose problème actuellement. Donc, comment est-ce qu'on sait que c'est ce qui nous est arrivé à 4 ans, ou ce qui nous est arrivé à 8 ans, ou ce qui nous est arrivé à 10 ans, ou ce qui nous est arrivé hier, qui est la cause de cette réaction impropre qu'on a aujourd'hui? Donc c'est là il y a un reproche qui est fait sur l'aspect scientifique de la psychanalyse, c'est que finalement, il y a un acte de jugement qui dit non, mais en fait, je sais, le trauma important, c'est celui-ci ou c'est celui-là. L'autre point qu'on reproche ou qu'on peut reprocher à la psychanalyse, c'est de dire oui, mais euh, si jamais vous remémorez le trauma, vous le révisualisez, vous êtes en train de l'entretenir, de le maintenir, de le redévelopper dans votre mémoire. Donc, est-ce que c'est pas une façon de réouvrir la plaie au lieu de contempler la cicatrice? Et ça met deux façons de considérer la chose en opposition. Pour la psychanalyse, il y a un trauma qui crée une cicatrice, c'est une fragilité, et c'est ça qui cause le comportement inacceptable. Alors que on peut regarder ça en disant, mais tous les jours, on ne touche pas à cette cicatrice. Peut-être que ce qui a fait que cette cicatrice était hypersensible était qu'on était dans un état de fatigue, de dépression, dans un état dégradé. Et finalement, ce n'est qu'une réaction, c'est pas une cause. Et c'est vrai que la plupart du temps, on gère très bien, on vit très bien avec nos traumas. Et puis il y a un moment où ils surgissent, mais le moment, c'est pas n'importe quand. C'est en général dans un moment de faiblesse. Donc finalement, est-ce qu'il faut pas mieux gérer la faiblesse? Est-ce qu'il faut pas mieux travailler sur la fatigue et notre façon de réagir quand on est dans la fatigue? Donc c'est là où on revient sur l'histoire des raccourcis mentaux. Alors, les deux techniques usuelles qui sont utilisées, il y en a une qui consiste enfin qui est utilisée pour gérer la crise elle-même. Donc, c'est d'abord de la méditation. Pourquoi la méditation? Parce que la méditation, c'est ce qui permet à notre cerveau d'être conscient, de voir les choses venir. Et donc, voir le moment où on est face à un déclencheur, le moment où on est parti dans notre façon habituelle de processer
les choses dans des moments de faiblesse, eh bien, la méditation va vous aider à vous en apercevoir plus tôt et donc à pouvoir réagir avant qu'il ne soit trop tard, avant que vous ne soyez parti dans une, dans un piège, dans un cercle vicieux. Après, ce qu'on va vous demander, c'est d'identifier le déclencheur. Si vous arrivez à comprendre qu'est-ce qui fait que tout d'un coup ça se déclenche par rapport à ça ne se déclenche pas, ça va vous permettre en fait de, euh, de préempter la frappe, d'être capable de ne pas la subir, de la voir arriver et d'avoir préparé une stratégie. C'est le deuxième élément, c'est donc de mettre en place une stratégie. C'est-à-dire de se dire, la prochaine fois que j'ai ce déclencheur, voilà ce que je vais essayer de mettre en place. Et quand on a réussi, il faut se féliciter. Il faut se dire, mais j'ai réussi, mais je suis content. Et ça permet de changer sa croyance. En fait, je ne suis pas en dépendance de la cigarette. Regarde, la dernière fois, j'ai bien réussi à l'éviter. C'est juste que j'ai vu venir ce qu'allait être le déclencheur de la cigarette et que j'ai mis en place une démarche alternative qui est par exemple de boire un peu d'eau ou passer un coup de téléphone à quelqu'un qu'on aime. Voilà la façon de gérer la crise. Donc, premièrement, la méditation qui permet de voir les choses, de voir son cerveau fonctionner, et ensuite les quatre étapes de la désensibilisation, de la reprogrammation, identifier le déclencheur, mettre en place une stratégie, se féliciter et changer sa croyance. Le deuxième outil qui est utilisé, c'est celui de parler à un enfant de 6 ans. C'est une technique très classique. Ça consiste à se mettre dans un état de conscience altéré. Idéalement, il faut faire ça dans un état d'hypnose et de raconter à un enfant de 6 ans le trauma qu'on a vécu et en quoi finalement c'était il y a longtemps, on ne pouvait pas faire mieux, on a fait notre mieux, on a des limites et on les accepte. Donc deux outils très classiques, mais qui bien évidemment, en tout cas pour le deuxième, sont des outils qui sont plutôt réservés à des thérapeutes ce que nous ne sommes pas chez Melsion, hein. Chez Melsion, on aide les entrepreneurs dans toutes les situations. Évidemment, on est face à des entrepreneurs qui peuvent vivre des situations traumatiques, mais nous ne sommes pas thérapeutes. En revanche, on doit avoir des outils pour aider les entrepreneurs à choisir quel est le thérapeute idéal pour lui. Finalement, au bout d'un temps, entre psychanalyse et thérapie comportementale, c'est souvent le thérapeute qui va faire la différence. Et il faut se faire aider. Il faut accepter que quand on est malade, quand on est blessé, eh bien, c'est pas mal d'avoir un professionnel qui comprend et peut aider. Merci Jean-Christophe. Euh, Première question peut-être, dans notre pratique d'accompagnement des entrepreneurs, on arrive de temps en temps devant des personnes qu'on connaît bien et qui sont effectivement en train de revivre un trauma. Est-ce que régulièrement, récemment, tu as vu quelqu'un dans cette espèce de cycle et est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ces traumas, peut-être qui seraient spécifiques aux entrepreneurs ou... Ouais, j'ai donné les exemples dans la présentation, mais ce qui est évidemment très clair, c'est que les chroniques que nous faisons sont toujours liées à des exemples en général assez récents. Euh, le, le, le point, euh, c'est de se dire qu'on a un rôle à minima d'identification. C'est ce que permet de faire la méditation, c'est de voir soi-même quand on est en train de partir. Ce que fait le conseiller de confiance, c'est si la méditation est absente ou n'a pas suffi,
eh ben, il y a un tiers de confiance qui est là pour dire, tiens, je crois qu'il se passe quelque chose. Ouais. Et c'est dans ce sens que on a notre utilité à ce stade. C'est pour apporter à l'entrepreneur un regard extérieur de quelqu'un en qui il a confiance et qui va lui dire, tiens, vu de l'extérieur, tu sais, je vois un truc qui devrait, peut-être qu'il faut que tu regardes comment travailler là-dessus parce que j'ai l'impression que ça te coûte, j'ai l'impression que ça te pose problème. Donc, on peut le faire, évidemment, à tout moment quand on voit quelqu'un qui semble être sous stress, essayer de comprendre un petit peu l'origine de ça. Et si la personne ne sait pas trop dire pourquoi elle est stressée, ben, un peu d'identification, en tout cas de l'état qui est ressenti, peut-être une bonne idée. Tu te souviens de cette vidéo YouTube qui s'appelle How to Practice Emotional First Aid et qu'on mettra peut-être en description de cette vidéo. Donc je vous invite vraiment à l'occasion à aller jeter un coup d'œil. L'orateur explique qu'on a tous pris une petite formation ici ou là aux gestes de premier secours quand on a une blessure physique, mais qu'on n'a pas appris à le faire quand quelqu'un reçoit une blessure morale ou psychologique. Or, il y a des gestes de premier secours, et comme toujours pour les gestes de premier secours, bah, ils permettent tout de suite à la personne de mieux réagir. C'est pas un traitement de fond, c'est je suis témoin de quelque chose qui se passe et je ne reste pas sans outil. J'ai un outil d'intervention. Je vais je vais vous mettre le lien dans le chat de ce Zoom, mais on le remettra aussi si on y pense dans la description. J'ai Donc, j'ai envie, ouais. j'ai envie de rajouter quelque chose. Euh, bon, évidemment, une anecdote pour commencer. Je crois que il y a 3 4 ans, mon second fils, Nicolas, me dit, papa, si tu avais une chose, c'était Noël, hein. Donc, c'est les graves réunions de famille. Il me dit, papa, si tu avais un truc important à me dire, ça serait quoi? Et je lui dis, je vais te parler des traumas. Euh, et je lui dis, à partir du moment où tu observes dans ton comportement ou dans tes relations des schémas répétitifs, il y a du trauma derrière. Et il y a du trauma derrière parce que il n'y a pas de liberté. Euh, Il n'y a, y a pas de liberté. Et donc, à partir du moment où on voit des choses qui se répètent, il faut aller voir derrière pourquoi je ne suis pas capable de mettre de la conscience à cet endroit-là et je ne suis pas capable d'être en liberté à cet endroit-là. Mais ça va très loin. Je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue sur la gestion de trésorerie, où des gens qui se disent, OK, merde, je suis à court de tous les côtés. Ça t'est pas arrivé déjà une fois? Oui. Ça t'est pas arrivé déjà 2 fois? Oui. Ça t'est OK. Donc, tu es passé au travers? Oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière ma gestion de trésorerie qui est toujours courte en fin de mois? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit de mon rapport à l'argent? Qu'est-ce que ça dit de mon rapport à la prévision? euh, Et le deuxième point, donc ça c'est un point sur la conscience. Le deuxième point, c'est le traumatisme, en fait, c'est pas le mal qui a été fait, c'est le système de défense qu'on met en place pour pouvoir gérer ce mal. C'est-à-dire que je me retrouve dans une situation analogue à celle qui a créé le trauma, je vais avoir tendance à me protéger de façon automatique. Et c'est le cerveau qui, effectivement, aime bien les raccourcis. Euh, et bon, après, il y a 3 ou 4 modes de protection, hein. C'est la fuite, le combat, ou bien geler sur place. Ce qui explique pourquoi, notamment, en cas de viol, généralement, la victime ne se rappelle pas. Donc c'est catastrophique, hein. Tout ça pour dire qu'on a des mécanismes bien identifiés qui se répètent, et c'est à partir de là qu'on peut commencer à travailler un travail de conscience et changer ses comportements et être beaucoup plus libre et beaucoup plus en conscience de ce qu'on fait dans la vie, quoi. C'est des beaux moments.